Alain, peux-tu nous quantifier l'élan qui a été abordé à l'instant par Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard? La communauté s'est dotée d'un outil important, l'Observatoire des sociétés à mission, qui lui permet de suivre le nombre de sociétés à mission françaises. Est-ce que tu peux nous partager un mot sur cet outil? Et puis, où en sommes-nous sur le territoire français? Avec plaisir. Peut-être en préalable, vous dire que aujourd'hui, les chiffres les éléments qui sont publiés dans l'Observatoire sont maintenant enrichis du fait qu'on a des éléments qui nous viennent des greffes du tribunal de commerce, et nous sommes en train de discuter avec la commission des greffes pour développer un partenariat. Et donc aujourd'hui, on est très confiant, on est beaucoup plus confiant encore qu'avant sur l'exhaustivité des chiffres qu'on a désormais dans l'Observatoire. Et donc, vous avez, pour ceux qui sont dans la salle, une petite brochure qui reprend les derniers éléments chiffrés. Nous étions plutôt au 1er octobre à 405 sociétés à mission, et à ce matin, nous sommes à 426 sociétés à mission en France. C'est évidemment un témoignage d'une belle dynamique. Rappelons que les premières sociétés à mission existent concrètement peuvent être inscrites au tribunal de commerce que depuis le tout début 2020, donc ça fait un peu moins de 2 ans, un peu moins de 2 ans maintenant. On constate plutôt une accélération du mouvement, c'est-à-dire une dynamique qui s'installe, puisque par exemple, on n'était qu'à une centaine de sociétés à mission il y a 1 an, et on est maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, au-dessus de 400. Grâce à quelques entreprises de grande taille, on a plus de 500 000 salariés qui sont concernés directement par cette qualité de société à mission, bien aidés bien sûr par La Poste et Danone qui contribuent pour beaucoup. Globalement, la dynamique, elle s'installe sur l'ensemble du territoire. Donc, on constate un rééquilibrage entre Paris et le reste de la France, puisque grosso modo, l'Île-de-France représente à peu près 50% des sociétés à mission. Et on constate aussi que la dynamique, elle est portée plutôt par les PME et voire les TPE, puisque grosso modo, les entreprises de moins de 50 salariés, c'est à peu près 80% des sociétés à mission. Mais si on le dit à l'envers, ça veut dire qu'il y a presque il y a 9% par exemple des entreprises qui sont des grandes entreprises ou des ETI. Rappelons-nous que le tissu économique français, il est fait de 0,2% d'ETI et de grandes entreprises. C'est celle dont on parle le plus, mais en termes de nombre d'entreprises, elles sont presque surreprésentées par rapport dans les sociétés à mission. Alors, on pourrait citer quelques-unes des grandes entreprises qui ont, en 2021, adopté la qualité société à mission. Le groupe AVEC, qui a donc rejoint celles dont on a plus entendu parler, comme Danone, la Maïf, le Crédit Mutuel, le groupe Rocher, etc. Et je ne vais pas toutes les citer. On peut aussi rappeler qu'il y a 6 entreprises cotées qui sont devenues sociétés à mission. Au-delà de Danone, il y a, qui est dans le CAC 40 bien sûr, mais il y a aussi Frey, Obiz, Réalité, Voltalia et Vranken Pommery, qui sont désormais des sociétés à mission, sans oublier le cas particulier qui nous tient particulièrement à cœur de Perle, filiale d'un groupe coté. Enfin, il faut signaler que, comme depuis le début, les sociétés de services sont plutôt surreprésentées, même si c'est une définition assez large, parmi les sociétés à mission. En particulier, on l'a vu dès le tout début, il y a un certain nombre de sociétés de B2B, de services B2B, conseils, etc., qui se sont appliqués à eux-mêmes des recommandations qu'ensuite ils appliquent à leurs clients. Et puis enfin, une petite dizaine de % des sociétés à mission ont un label RSE, type Lucie, Bicorp ou Positive Workplace, en parallèle, j'allais dire en complément de leur qualité de société à mission. Donc, 426 sociétés à mission françaises avec une variété de tailles, de statuts, de secteurs. La dynamique est donc lancée. Et quels premiers enseignements on peut tirer de tout cela au bout de 2 années? Je crois que tu avais 5 macro-enseignements à partager. Oui, alors effectivement, au bout de 2 ans, c'est peut-être une opportunité de faire un point d'étape avec toute la modestie qu'impose le faible recul dans lequel qu'on a désormais, et aussi la modestie qu'impose le fait que presque, j'allais dire par construction, le modèle de la société à mission, il a été partiellement défini dans le cadre de la loi et il continue de se définir à travers les pratiques et la mise en commun, notamment celle que permet et que facilite la communauté des entreprises à mission. Donc il faut souligner
que je vais vous faire part de quelques enseignements, mais on a autant d'enseignements que de nouvelles questions qui sont apparues, c'est-à-dire que petit à petit on chemine et on en apprend en même temps qu'on en découvre, et donc c'est un processus simultané et qui sera nourri par l'essaimage dont qu'on a besoin d'accompagner, comme le rappelait d'ailleurs le rapport rendu par Brice Rocher, rôle que la communauté assume évidemment. Premier élément peut-être d'enseignement, c'est une forme de clarification sur la relation entre, si je dis de manière très simplifiée, entre la mission d'un côté et la RSE de l'autre. On a sans arrêt des questions, mais c'est la même chose, c'est pas la même chose. Alors évidemment, ça n'est pas la même chose, et pour essayer de clarifier la manière dont c'est complémentaire, je vais utiliser deux mots, en gros l'utilité et la responsabilité. La mission, elle répond à la question de l'utilité de l'entreprise et la RSE, elle cherche à répondre à la responsabilité que doit exercer l'entreprise dans la façon dont elle opère dans ses activités. Et la complémentarité est évidente. Une entreprise qui serait très utile mais qui aurait des comportements irresponsables, ça serait insupportable. Et à l'inverse, une entreprise extrêmement responsable mais dont l'utilité serait nulle, voire négative, poserait évidemment les mêmes questions. Donc aujourd'hui, je crois que cette complémentarité, elle est très claire désormais. Deuxième point, alors on voit qu'il y a d'un côté des entreprises qui sont un peu ce que nous on surnomme mission native, qui se sont créées autour d'une mission, auquel cas il n'y a évidemment aucune différence entre la mission et puis tout le reste, j'allais dire le business, l'activité, la stratégie, le comportement, le management de l'entreprise. Pour les entreprises qui, en revanche, existaient avant de devenir société à mission, on voit bien que c'est ça l'enjeu, c'est la manière dont petit à petit, la mission vient imprégner la totalité des activités de l'entreprise, la totalité des pratiques, qui fait que typiquement la question que par exemple on se pose parfois dans le cadre de l'OTI, quelles sont les ressources consacrées à la mission dans l'entreprise, est une question qui perd de son sens parce qu'on ne peut plus distinguer la mission de l'ensemble de l'activité. Et ça, c'est un processus qui se met en œuvre progressivement et qui est souvent l'objet même de la transformation par la mission. Élément supplémentaire, on commence maintenant à voir vivre des comités de mission et on se rend compte à la fois de la richesse et de la complexité qu'il y a à faire vivre cet organe de gouvernance de la mission. D'ailleurs, ce point a été soulevé également dans le rapport Rocher qui mettait en avant la richesse, mais aussi la difficulté à le faire vivre. Alors, la richesse, n'oublions pas que pour les 80% des entreprises de moins de 50 salariés, souvent, le comité de mission est le premier organe finalement collégial qui est là à côté du dirigeant et qui vient éventuellement le challenger ou en tout cas l'aider à réfléchir. On a beaucoup raisonné par rapport à la question du conseil d'administration, mais rappelons-nous que les conseils d'administration, ça concerne qu'une toute petite proportion des entreprises. Et donc, les comités de mission qui doivent à la fois évaluer et on recommande aussi challenger ou questionner la stratégie du dirigeant, eh bien, ce double rôle, il est à la fois extrêmement riche et parfois un petit peu compliqué à mettre en place. Et puis enfin, dernier enseignement, alors là qui est vraiment en cours d'élaboration, c'est la relation entre l'OTI, donc l'organisme tiers indépendant, et le comité de mission. Ça commence tout juste parce que les premiers audits ont commencé et on voit bien qu'on est partagé entre la nécessité d'avoir un rôle joué par l'OTI qui soit un rôle d'évaluateur le plus factuel, le plus structuré, le plus cohérent possible. Et de l'autre côté, on a besoin de la prise en compte de toutes les dimensions particulières et singulières liées à la particularité de la mission. Et donc, on voit arriver une forme de complémentarité entre l'OTI d'un côté et le comité de mission de l'autre. En gros, le comité de mission en charge de porter un jugement en tenant compte des particularités du contexte dans lequel les choses ont eu lieu, et l'OTI qui essaye d'être le plus factuel et le plus basé sur des faits tangibles possibles en complément pour d'une certaine manière, vérifier et certifier les propos du comité de mission. Voilà quelques-uns des enseignements qui, une fois encore, sont à prendre avec beaucoup de modestie, parce qu'ils seront amenés certainement encore à évoluer et certainement encore à être enrichis. Merci Alain.